Bonjour, c'est Romain Bédouc. Bienvenue dans 100% PSG, la tribune, l'émission débat d'ici Paris, Île-de-France, disponible en podcast et sur notre chaîne YouTube. Vous voyez, fallait pas s'inquiéter. Une petite semaine et le PSG est de nouveau sur le trône de la Ligue 1, sur son trône qu'on a gentiment laissé une semaine le temps de se concentrer sur des échéances un peu plus importantes à court terme. Il faut quand même mesurer le niveau de performance de ce Paris Saint-Germain. Après 3 semaines de pause entre 2 saisons, 2 mois et demi plus tard, le PSG est premier de Ligue 1 avec une marge de progression immense en championnat et premier de la saison régulière de la Ligue des Champions en ayant joué 2 de ces 3 matchs à l'extérieur. C'est extraordinaire au sens propre du terme. Ça sort de l'ordinaire. Il faut surtout pas banaliser ce qu'on voit en ce moment. Il faut en profiter un maximum, profiter des résultats, profiter du jeu qui nous fait nous ennuyer devant un classico Real-Barça hier parce que simplement on a mieux à la maison tous les week-ends nous. Et puis profiter de ces joueurs également qui, en plus d'être bons, nous donnent envie d'être potes avec eux. On a envie d'être au milieu des conversations où Vitinha se moque de l'accent de Nuno Mendes et des fautes de français. On a envie d'être auprès de Marquinhos qui depuis 5 mois ne pose qu'une seule question. C'est toi le champion d'Europe ? Voilà. Je suis heureux. Moi je suis heureux ce lundi. Je suis heureux d'être supporter du PSG. Vous allez aussi comprendre très vite pourquoi dans cette émission. 100% PSG à la tribune, c'est parti. 100% PSG, la tribune. Au sommaire de 100% PSG, la tribune, on fera le j'aime pas sur le match de Brest, la victoire 3-0 du Paris Saint-Germain. On aura quelques débats. Êtes-vous impressionné par le début de saison de Seny Mayoulou ? On va parler de notre Titi. Lucas Hernandez, enfin le retour en forme du champion du monde. On va parler de sa forme à Lucas Hernandez et de ses possibilités sur la suite de la saison. Et puis on parlera d'Achraf Hakimi qui est nommé pour le Ballon d'Or africain. Est-ce que c'est une évidence qu'il aura ce trophée ? Vous allez voir, ça va être intéressant comme débat. Je vous présente tout de suite l'équipe. 100% PSG, la tribune. Qui compose la tribune aujourd'hui ? On a Marc Méchenois, journaliste insider du Paris Saint-Germain. Salut Marc. Bonjour à tous. Comment ça va ? Ouais, très bien, comme souvent. Ouais, t'es heureux d'être là ? Je suis toujours très heureux de passer mes lundis à vous retrouver. Ouais. Et puis parler de cette équipe-là qui donne du plaisir, c'est sympa de regarder le Paris Passer un Saint-Germain. bon week-end, ouais. C'était mieux que d'autres matchs que j'ai vus de Ligue 1 cette semaine. Ambre Godillon est avec nous. Comment ça va ? Salut Romain, ça va, super, content d'être de retour. Ancienne journaliste au Paris Saint-Germain, maintenant présente sur la chaîne L'équipe, sur DAZN, un peu partout. Quoi. Ça va ? Ça va super, tu as très bien résumé, on passe des très bons week-ends, voilà. Quand on a vu les performances de Lamine Yamal, ça donne un peu de reflet à celles de nos Parisiens ce week-end. Merci d'avoir introduit comme ça. Et puis Alexandre Raffalo est ici avec nous, journaliste notamment pour le Parisien, pigiste, on appelle ça dans le jargon. Bien sûr. Pigiste pour le Parisien, pour le journal L'équipe aussi. Comment ça va ? Le magazine L'équipe. Le magazine ? Oui. Ça va super et toi ? Oui, ça va. Ouais, magnifique. Ça va, je suis plutôt heureux. Bah, Alors je vais vous expliquer. C'est le principal. Je vais vous expliquer pourquoi je suis heureux, parce qu'ils ne le savent pas autour du plateau. Avant de démarrer le j'aime pas, j'aimerais vous dire qu'hier, j'ai eu la chance de faire quelque chose que j'attendais depuis très longtemps. Avec Julien Froment, on s'est baladé au campus PSG et on a pu interroger pendant près de 20 minutes un top 3 du Ballon d'Or. Voilà, Vitinha a répondu à nos questions. L'entretien va passer sur l'antenne d'ici Paris, Île-de-France, mercredi matin. Et il va être mis en ligne dans la foulée en intégralité, parce qu'il sera un peu coupé pour la radio. Il sera en intégralité sur la chaîne YouTube de 100% PSG d'ici Paris, Île-de-France. On est très heureux d'avoir pu échanger avec Vitinha. On remercie le PSG d'avoir aidé à cet entretien. Est-ce que vous voulez un petit extrait ? Ça fait pas mal. Naturellement. On va dire parlé... non. Venez, on dit non, comme ça, on Demande limite un ça. aveugle s'il veut On voir. limite ça. On a pu Ça parler séquence. de sa préparation, de son rôle, de son statut qui a changé avec le Ballon d'Or. Et on a parlé d'un certain milieu de terrain qu'il a côtoyé à son arrivée à Paris. Écoutez ce que dit Vitinha de Marco Verratti. C'était un plaisir, c'était un privilège de partager le terrain avec lui. Moi, je me considère jeune, mais j'étais encore plus jeune. Je viens d'arriver, de jouer au milieu avec lui, c'était vraiment un privilège. Il est un milieu 100% complet, il avait tout, il avait la défense, il avait l'attaque, il avait la vision, il avait la technique, il était un milieu total. Et j'ai bien aimé de jouer avec lui. J'ai senti qu'on se complémentait très bien aussi. C'est dommage qu'on n'a pas pu jouer plus, mais j'étais bien content de partager le terrain avec lui. Et c'est un magicien, un grand milieu de terrain. Voilà. Magnifique. Vitinha sur Marco Verratti. On Ça a veut les hâte, opposer. Hein. Mais du coup, on a hâte d'en écouter plus, Romain. C'est pas mal, Tu nous mets l'eau à la Ça va. bouche, là. On veut les opposer, les deux, mais
En fait, Pourquoi les autoriser alors qu'on peut juste se réjouir de vivre à la même époque que ces deux monstres, voilà. Voilà, c'est un peu ça. Voilà pour Vitinha. Donc ça sera en ligne mercredi sur la chaîne YouTube 100% PSG ici par Île-de-France et ça sera en podcast bien entendu dans la journée de mercredi. On va commencer le j'aime pas. Bah, il y a une transition qui est toute faite. Bien sûr. Le j'aime Mais oui. d'Alex. Qu'est-ce que c'est ton j'aime, dis donc J'aime Marco Verratti. Non, j'aime j'aime Vitinha, évidemment. Il nous a encore sorti un match de top 3 de Ballon d'Or, quoi. En fait, il a rendu banal cette espèce de niveau complètement fou qu'on lui sait maintenant depuis 2 ans et qui est... il est maintenant à un niveau qui est constamment très très élevé. C'est le véritable maestro de cette équipe du Paris Saint-Germain. Il est toujours dans le bon tempo, il est toujours dans les bonnes zones, il est toujours à la bonne passe. Franchement, il est sur une série là, de matchs moi, que je trouve assez épatante et sa passe décisive pour le premier but d'Hakimi, elle est... C'est un délice. Déjà, la reprise d'Hakimi est très jolie aussi, hein, n'enlevons rien à Achraf, mais ce petit ballon piqué bien senti là... Moi, j'ai prévu de faire une demande en mariage à cet homme très bientôt. J'espère qu'il va dire oui. Voilà, je croise les doigts. Fallait me demander avant, j'aurais fait passer le message. Si seulement. Mais oui, non, je suis vraiment impressionné chaque jour par Vitinha et le fait qu'il arrive à maintenir vraiment ce niveau de performance, ça me rassure beaucoup parce que on pouvait se demander, forcément, après il y a 2 ans, après la saison dernière, est-ce qu'il allait vraiment réussir à maintenir dans la durée ce niveau d'excellence et il est en train de prouver qu'il peut le faire. Donc c'est en train de devenir un très grand et on est juste là pour l'observer, quoi. Ce qui est assez fou, c'est que il fait un match de dingue à Brest, il fait un match de dingue contre le Bayer Leverkusen. On a l'impression que physiquement, il est au top du top, alors qu'on sait que ça a été une saison avec 3 semaines de pause, toutes les la Ligue des Nations pour lui avec le Portugal. Ces considérations-là, et pourtant il a l'air au top, quoi. Ouais, il a l'air au top aussi parce que la technique, il perd jamais un ballon. Donc ça donne une impression de facilité, de légèreté du bonhomme sur le terrain qui est à la fois une plaque tournante et un maestro. Franchement, les mots qu'il a pour Marco Verratti, j'imagine que Marco Verratti pourrait avoir les mêmes à son égard aujourd'hui. C'est un joueur qui est devenu absolument total. Du coup, je suis très contente de savoir que les garçons, je vous saoule pas en fait, sur notre groupe WhatsApp de la tribune, à mettre des pauses sur ma télé, à vous filmer Vitinha et vous faire des gifs. Je suis très contente de savoir en vous écoutant que je vous ai pas encore lassé. T'as dit quoi ? T'es en sourdine. Non mais c'est qu'on puisse mettre en sourdine juste certaines personnes sur le groupe. Merci les gars, vraiment. Tout le monde est en sourdine. Non mais super. Attendez parce que quand même, non mais je trouve que ça dit beaucoup. Comme moi, je mets pause sur ma télé, que je reviens en arrière pour filmer un gars et tout, on le fait pas quand même dans n'importe quel match. Mais Vitinha, c'est vrai, tu as raison, c'est le genre de joueur qui fait des matchs de top 3, Ballon d'Or, week-end après week-end, et on est là, la mâchoire qui se décroche, et moi ça m'étonne à chaque fois, personnellement. Est-ce que tu es encore bluffé, toi, Marc ? Moi, ce qui me bluffe chez un joueur, c'est la durée, c'est la performance dans la durée, et en fait, ça fait 3 saisons, enfin, si on compte celle-ci. Et même, je pense que sa première saison, c'est avant la Coupe du Monde et avant que le collectif Paris Saint-Germain ne s'écroule. Il est quand même déjà, il donne des gages, je trouve, de sécurité. Mais ces 3 dernières saisons, donc c'était 2 dernières saisons plus celle-ci, bah ouais, en fait, il est en progression constante. Et je crois qu'en fait, sa progression de cette année, c'est de se rendre compte qu'il y a presque une dépendance, moi, je trouve, vis-à-vis de ce joueur. Quand il n'est pas là, c'est pas le même PSG. Cette année, tu fais 3 résultats qui ne sont pas des victoires. Il y a une défaite à Marseille, il est là. Mais les 2 autres, contre Lille et Strasbourg, il n'est pas titulaire, en fait. Et pour moi, c'est pas un hasard, en fait, que ce Paris Saint-Germain bégaye, entre guillemets, ou soit moins fluide lorsqu'il est absent. Parce qu'on a beaucoup parlé du milieu de terrain. Les 3, on n'arrive pas à faire la différence entre João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, qui est le plus fort des 3, etc. Là, sur les 2 derniers matchs, Brest et Bayer Leverkusen, il n'y a ni João Neves ni Fabian Ruiz. Les 2 sont pas là. Et Vitinha, en fait, il doit tenir avec Kanguinli ou Mayoulou ou Warren, qui sont à un niveau en dessous de ce que sont les titulaires habituels. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, tu vois... Le step passé par un joueur quand en fait il arrive à tenir la baraque même quand les autres ne sont pas là à côté de lui pour le sublimer, c'est justement lui qui va sublimer ses partenaires. Juste pour vous dire encore une fois, c'est les chiffres qu'il affiche là contre Brest, parce que c'est un match de Ligue 1 un samedi après-midi à Francis Leblay. T'as 161 touches de balle, t'as 152 passes dont 146 réussies, t'as 94 passes dans la moitié de terrain adverse. Enfin, le Bayern c'était complètement fou aussi, les stats. Ça, 98% c'était. Ça c'est des chiffres, 161 touches de balle. Bon alors c'est dans le PSG de Luis Enrique, on va dire. Il n'y a que Marco Verratti qui en touche autant à l'époque. Mais c'est dire à quel point en fait il est devenu
essentiel, central, et surtout, alors dans la première saison de Vitinha, c'est vrai qu'on avait l'habitude de le voir un peu plus haut, plutôt faire le lien entre le milieu et l'attaque, etc. Là, c'est vraiment le meneur de jeu reculé, c'est vraiment lui qui est à l'origine de toutes les actions, qui fait les premières touches de balle, qui dicte le tempo, et voilà, c'est son équipe, quoi. C'est-à-dire que je pense que, comme tu le disais, si Neves ou Ruiz ne sont pas là, tu peux toujours te débrouiller. Si Vitinha n'est pas là, peut-être que tu le ressentiras un peu plus, même si évidemment d'autres vont compenser, etc. Mais il est en train de prendre une importance, une épaisseur qui sont vraiment archi impressionnantes, je trouve. J'avais envoyé un petit message à Vitinha après sa 3e place sur le Ballon d'Or. Je l'avais félicité et il m'avait dit « Je vis un rêve absolu, j'aurais jamais pensé atteindre cette place. » Il nous l'a redit là aussi au micro. Voilà. Et je trouve que ça dit... Quel flex. Et je trouve que J'ai ça envoyé un dit... petit message à Vitinha. J'ai envoyé un message à Vitinha. mais tu as rappelé que je travaillais au Paris Saint-Germain. Et du coup, je lui ai répondu, je lui ai dit c'est exactement ce qu'il définit, c'est l'humilité d'un gars qui ne sait pas le niveau qu'il nous propose aujourd'hui. C'est complètement fou. Je suis contente qu'il te l'ait redit. Voilà. Non, mais en plus, et puis donc toi qui l'as côtoyé quasi au quotidien pendant je sais combien d'années du coup, je suis restée 2-3 ans. 2-3 ans. T'as l'impression véritablement que c'est un mec gentil, vraiment simple. Là, nous on l'a interviewé avec Julien Froment. C'est un super gars. On lui expliquait ce que c'était Radio France, donc le service public. Il a commencé à dire ah oui, bah nous au Portugal on a ça aussi, c'est ça. Tu sens que c'est pas fin, quoi. C'est quelque chose de naturel en lui, quoi. Donc voilà. Cœur Vitinha. Ok, Di Maria. Ouais. Je le mets au niveau de Di Maria. Moi Di Maria, c'est bon, bref. Ambre. Ah ouais. On dit que c'est l'équipe de Vitinha, mais c'est aussi l'équipe d'un mec qui est encore au-dessus. Ah bah forcément. Celui qui l'a placé là, celui qui l'a porté devant nous, Luis Enrique et son staff. Moi, c'est mon j'aime de ce match, c'est la gestion qu'ils font autour de ce match, parce qu'ils nous disaient « Oh, vous paniquez, vous, les médias, on n'est pas premier, on est à 1 point du premier et tout ». Et les faits lui donnent encore raison. Le Paris Saint-Germain est à la place à laquelle il doit être, et je trouve que la gestion est absolument parfaite de tout l'effectif, quoi. Alors, j'inclus vraiment le staff, parce que je pense qu'il y a un staff médical et un staff physique qui suit derrière. Tout le monde est dans une symbiose absolue, où aujourd'hui on voit des joueurs qui n'étaient pas en confiance, comme Warren Zaïre-Emery, dont on a eu l'occasion de parler ici, qui reprend du poil de la bête, des joueurs dont il faut manier vraiment le corps avec beaucoup d'applications, comme Désiré Doué, la manière dont il réussit et dont à chaque fois il rentre, il nous épate, et où lui aussi reprend du poil de la bête, c'est extraordinaire. Ousmane Dembélé, on y va step by step. Je trouve que même sur le recrutement ici, on en a, et moi la première, j'ai pointé du doigt les manques qu'il y avait, les trous dans la raquette dans le recrutement. Et en fait, ça nous montre que quand on voit, on va en parler, mais Seny Mayulu par exemple, les faits, encore une fois, donnent raison à la direction, donnent raison au staff, donnent raison à Luis Enrique. Alors pour l'instant, on touche du doigt, mais je trouve que c'est absolument parfait, c'est mon j'aime. Il y a une sensation de confiance dans toutes les décisions qui peuvent être prises. Je donne pour exemple le match contre Leverkusen. Désiré Doué, il met doublé avant la mi-temps, il sort à la mi-temps. On pourrait se dire, tiens, c'est bizarre. Mais en fait, c'est ok maintenant. Personne se dit c'est bizarre. Tout le monde se dit, ok, s'ils le font à ce moment-là, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison de le faire. Ouais, mais il y a aussi l'exercice de l'année précédente qui permet en fait de valider toutes les pratiques du staff. C'est-à-dire que l'année dernière, il y a une gestion à des moments très précis de la saison. Il y a, je pense, une pédagogie, un échange qui est mis en place entre le coach, le staff, les joueurs. Et toutes les décisions, elles sont comprises parce que d'abord, il y a du vécu. Et de deux, parce qu'il y a du coup, il y a forcément une légitimité à appliquer cette méthode, parce qu'elle a déjà été éprouvée, en fait, tout simplement. Est-ce que tu as cette sensation aussi que quand tu sembles en désaccord avec ce qui se passe, c'est que tu te dis c'est moi qui dois avoir tort? De toute façon, moi j'ai eu ça, j'ai eu ça pendant la saison dernière, où je me suis dit là j'aurais pas fait ça comme ça, mais non, en fait, m'écoutez pas. Moi j'ai pris le point de vue inverse, c'est que en fait maintenant je suis d'accord de base. C'est-à-dire qu'en fait je me dis même si je doute, je fais écoute, je vais pas me mettre en désaccord avec ces gens-là. Ces gens-là connaissent mieux le football que moi. Ils ont des données que je n'ai pas, et donc en fait il a tellement, ils ont tellement, parce qu'effectivement, il faut inclure le staff qui fait un boulot monstre, ils ont tellement tout réussi depuis 2 ans qu'en fait, ce serait prétentieux de notre part de remettre des choses en doute. C'est-à-dire qu'en fait, tout s'est tellement bien imbriqué la saison passée, même après 6 mois, après 8 mois de la saison, que maintenant, voilà. Et juste pour revenir un peu sur ce qu'on disait, c'est-à-dire que je trouve que j'ai l'impression que l'objectif cette saison est un peu différent de la saison passée. C'est-à-dire que l'année dernière, il a vraiment construit un 11
une équipe capable d'aller remporter la Ligue des Champions, et il l'a fait. Et maintenant, il est en train de renforcer vraiment, alors, d'une certaine manière un peu contraint et forcé, mais aussi dans la philosophie de son équipe. Ah bah c'est Il un est en choix, train c'est de- pas que c'est de- contraint et forcé, c'est que Bah, c'est lui qui a choisi qu'il n'y ait pas plus de densité d'effectifs. Hein. Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, Il choisit pas de démarrer la saison sans Dembélé, Doué, dans tous les cas, il est obligé de tourner, il est obligé de faire Neves. tourner son 11 type. C'est-à-dire que dans tous les cas, même s'il avait eu des renforts, il est obligé de faire tourner son 11 type. Et il est en train là de renforcer vraiment ses seconds couteaux pour avoir une équipe. Enfin, je pense que l'objectif de base c'était ça, entièrement interchangeable. C'était le cas. Ça a toujours été le cas, mais ça se voit vraiment et ça se matérialise vraiment, je trouve, cette année. L'année dernière, tu avais vraiment des grosses différences entre les remplaçants et les titulaires. Ouais, dès le mois de Là, janvier, on a vu le 11, quoi. Ouais, et là, Oui, là mais je en trouve fait, que l'écart se réduit quand même vachement. Mais la deuxième partie de saison, comme lors de la saison 2023-2024, et comme lors de la saison 2024-2025, va permettre de voir qui est le 11 type. Et en fait, les joueurs, ils attendent ce moment-là pour déterminer. Je pense à un Bradley Barcola pour savoir s'il est titulaire ou s'il est derrière Kvaratskhelia. Il attend le huitième de finale, enfin le quart de finale de Ligue des le huitième de finale, parce que ce sera un 16e, huitième de finale de Ligue des Champions, si tant est que le Paris Saint-Germain soit directement qualifié. En réalité, voilà, il y a cette rotation qui est, à mon sens, une gestion qui est aussi prépare très bien si. Pour moi, l'objectif, c'est il faut que tout le monde soit au top janvier, que les objectifs soient là et qu'en fait tout le monde soit et retrouver la plénitude physique que cette saison. Cette gestion, elle te permet de pallier des moments un peu, enfin des absences qui peuvent, de pallier avec tranquillité des absences qui peuvent être préjudiciables. L'année dernière, on a eu l'exemple demi-finale retour de Ligue des Champions. Ousmane Dembélé, il n'est pas titulaire au Parc des Princes parce qu'il a un petit pépin physique. Est-ce qu'on a vu la différence au final? Tout ballon d'or qu'il est? Non. En fait, Paris Saint-Germain a dominé cette rencontre, l'a gagnée. La seule inconnue que tu vas avoir là par rapport à ce que tu dépeins, c'est au regard du calendrier post-Cannes, Achraf Hakimi. En fait. C'est notre point d'interrogation, je pense, à tous. Achraf Hakimi, dans quel état de forme il va arriver? Il y a quelque chose qui s'appelle le mercato et qui, à mon sens, sera il a été assez clair quand même, Luis Enrique, là-dessus. Moi, je pense que on ne peut pas recruter un arrière-droit avec la possibilité d'avoir une fenêtre de tir sur 3 matchs dans une saison quand tu es derrière un monstre comme Achraf Hakimi. Du coup, je pense que le profil, ça ne sera pas un arrière-droit, ce sera un défenseur polyvalent. Qui peut jouer un peu central. Peut-être qu'il peut venir Feu Nordi Mukele. Bien sûr. Benjamin Pavard. Qui a un profil technique avec peut-être une capacité. Je dis pas, j'ai pas d'infos, j'essaie de me rencarder en ce moment, mais je pense que c'est pas encore totalement déterminé. Dans ce cas-là, Marquis peut le faire. Marquis va avoir moins de temps de jeu en défense centrale. Ils vont refaire un central droit, mais qui peut jouer à latéral droit. Alors, bon, c'est pas clair encore. Donc voilà, que ce que je suis en train de dire soit pas pris pour argent comptant et se retrouve sur les réseaux sociaux. Faites des tweets. Citez-nous. On va faire le j'aime de Marc. Et je voulais juste redire un truc sur Luis Enrique. Je tiens à dire qu'il n'y a que dans ce podcast la semaine dernière que personne n'était inquiet sur le fait que Paris Saint-Germain soit deuxième. C'est vrai. La semaine dernière, je tiens. C'est vrai. Nous, on a toujours été. Non, mais vous inquiétez pas. Mais on peut féliciter les Marseillais d'avoir eu le titre de la 8e journée. Voilà. Bravo. C'est pas mal. Bravo. Monsieur Bédou, vous êtes taquin. C'est le gif dans FIFA avec le trophée qui n'existe pas. Marc, ton j'aime. Je trouve que là, pour le coup, il y a eu beaucoup de choses qui sont dites, beaucoup d'inquiétudes qui sont dites sur Lucas Chevalier ces dernières semaines. Moi, mon j'aime, c'est lui. Sur le match face à Brest. Ouais, quand c'est bien, il faut le dire. D'abord, on s'est étonné sur certaines de ses interventions, que ce soit à Marseille, à Toulouse, en Ligue des Champions, sur le fait qu'il ait pu être un peu, qu'il soit fautif sur certains buts. Je pense qu'il faut quand même dire que le garçon au jeu au pied, c'est le jour et la nuit par rapport à ce qu'il y avait, par rapport à Donnarumma l'année dernière. Tout Donnarumma qu'il est, que j'aime beaucoup aussi. Mais je trouve que c'est le jour et la nuit que là, vraiment, si on le voit pas, c'est de la mauvaise foi. Et en fait, il faut bien comprendre, je trouve, que dans ce PSG qui est ultra dominateur cette saison et qui concède finalement pas beaucoup d'occasions, que le garçon, pour se mettre un peu en jambes, il a une action par match et c'est exactement ce qui s'est passé samedi à Brest. Il a un duel à jouer et ce duel, il le remporte avec brio. Donc c'est bien et j'espère que ça va lui permettre d'enchaîner des performances où il sera décisif et mis en valeur et en lumière comme c'était le cas à Brest. Effectivement, contre Brest, il y a eu 75% de possession pour le Paris Saint-Germain et 2 tirs cadrés seulement
pour Brest. Et donc, c'est les 2 tirs qu'il faut sortir quand Dans tu un duel. es Lucas Chevalier, dont le duel dont tu Face parlais. à, je bouffe. Je vais le retrouver. Je me rappelle plus qui c'est là. Si, moi je le sais. Baldé. Ok. Ah, Mama Baldé. Voilà. Oui, effectivement, tu as raison, en fin de match. Ambre, est-ce que tu as été inquiète par rapport au niveau de Lucas Chevalier et est-ce que le match face à Brest t'a rassuré? Non, j'ai jamais été vraiment inquiète. J'ai plus été inquiète de l'environnement médiatique qu'on connaît autour du Paris Saint-Germain et qui est terriblement impatient. Mais c'est normal parce que quand on signe dans un club champion d'Europe et qu'on arrive après le meilleur gardien du monde, en tout cas parce qu'il en a eu le titre, on doit être tout de suite opérationnel. On souffre incroyablement de la comparaison. Et on attend des performances irréprochables, ce qui n'a pas été. Mais j'ai jamais été inquiète parce que c'est un jeune gardien, parce que je doute pas de Luis Enrique, la manière dont il va le faire progresser très vite. C'est un diamant à polir. Et voilà, je suis d'accord. Je pense que c'est une manière de nous rassurer, même si on n'était pas vraiment inquiet. Voilà, c'est plus l'environnement qu'il est, mais je pense qu'il n'y a aucun problème. Luis Enrique va en faire un monstre. Bon, pour l'environnement, ça fait du bien. C'est ça? C'est pour, Bah les, oui, c'est non, pour mais tout le oui, monde. moi, en vrai, franchement, je suis un peu atterré quand je vois, mais notamment sur les réseaux sociaux qui sont un environnement toxique, on le sait très bien, mais les réactions de la communauté parisienne par rapport à Lucas Chevalier sur les quelques dernières semaines, enfin, les gens sont d'une dureté, je trouve, avec ce garçon, mais qui est ridicule, quoi. Honnêtement, et les gens ont la mémoire très courte, on en a déjà discuté ici. Enfin, honnêtement, quand tu prends les 3 premières saisons de Donnarumma, la moitié des qualités qu'on attend d'un gardien, il les avait pas, quoi. C'est-à-dire le jeu au pied, les sorties aériennes, des fois sur sa ligne, il a concédé des buts, il nous a coûté des points aussi en Ligue des Champions qu'il n'aurait pas dû coûter. Et voilà, et en fait c'est le lot d'un gardien, pardon, malheureusement, où en fait on va toujours retenir 10 fois plus tes erreurs que ce que tu réussis. Mais je pense que moi, effectivement, j'ai jamais été inquiet. J'espère que ce genre de performance a participé à apaiser un peu l'environnement autour de lui, parce que franchement, je trouve que les gens sont globalement très très durs avec lui. En tout cas, moi, j'espère qu'il aura les épaules pour prouver que. C'est ça l'inconnu qu'on avait. Par contre, on ne savait pas la manière dont il allait pouvoir gérer cet environnement toxique. Ouais, bah c'est ça. Mais de toute façon, on va très vite le voir. C'est-à-dire que moi, je pense que de toute façon, il a la confiance du staff, il a la confiance de l'entraîneur, et c'est le principal. C'est comme ça que tu avances quand tu es gardien. Si tu perds la confiance de ton coach, si tu perds la confiance du staff, tu perds tout. Donc là, il l'a. Donc il va pouvoir au moins avancer dans cet environnement-là qui va être serein. Le reste, c'est du bruit. Le reste, c'est du bruit. J'espère qu'en tout cas, il saura faire la part des choses, parce que c'est un très bon gardien. C'est un très bon gardien et il ne demande qu'à devenir grand. Et voilà. Et juste, je vais dire que les quelques doutes qu'il y a pu avoir ne sont pas non plus complètement tous dissipés parce qu'il y a eu un bon match contre Brest. Et que, voilà, je trouve que le mot doute, il est galvaudé en fait. Le garçon a fait une erreur, il arrive dans un nouveau club, il passe à... il y en a eu plusieurs des erreurs. Oui, bien sûr. Mais bon... à Marseille notamment, là, à Marseille, ça et contre Marseille, Tottenham. tous les gars derrière Strasbourg, contre Tottenham, par exemple, on dit qu'il fait une erreur, mais derrière, on oublie de dire que le gars a sort de deux pénaltys. En fait. Il en sort un et il y en a un autre qui a voilà, donc on oublie de dire que le gars, quand il est en 1-1 face au penalty, il ne jamais prendre la contre-pied, en fait. Même quand Del Castillo foire son penalty ce week-end, il part encore du bon côté. Donc Grimaldo, ça tape le poteau. Enfin, c'est tape le poteau. Il est sur les deux. Alex Garcia, il le rate de peu. Mais sur les deux, voilà, il est là. Et en fait, je pense il faut avoir un peu d'équilibre, un peu de patience. Comme je le dis, je crois que je me répète chaque semaine, mais le PSG, ce staff, ce club depuis le mois de novembre dernier, où voilà, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, donne quand même des gages dans ces décisions qui sont quand même qui ont un succès fou. Donc si Lucas Chevalier il est là, c'est pas par hasard. Comme l'a dit Ambre ou Alex, peut-être j'écoutais pas assez bien. Ils ont la même voix. Ils ont la même voix en plus, tu vois. Tu as Ambre qui me dit c'est Marc ou Alex qui a dit ça. Je sais plus parce qu'ils se ressemblent un peu. Ils ont de la barbe, ils ont la même coupe de cheveux. Ok. Je vais le dire. Alors confondre Ambre et Alex. Je vais dire et puis on va me dire. Je suis à deux notes avec la porte. Attention à ce que tu dis. Non, mais le garçon a la confiance du. C'est moi qui l'ai dit il y a 2 secondes, frère. Mais c'est les cheveux longs, ça C'est ouf. Le gars n'est pas réveillé. Donc je vais faire un syllogisme. Si Lucas Chevalier a la confiance du staff et que les supporters parisiens font confiance au staff et à leur entraîneur, faites confiance à Lucas Chevalier. Les supporters parisiens doivent faire confiance à Lucas Chevalier. C'est pas mal comme syllogisme, j'aime bien. On va faire les j'aime pas. Je vous en ai demandé un chacun. Vous m'avez tous dit, et on met ces pincettes là, que vous n'étiez pas entièrement convaincu par vos j'aime pas et que c'est pour les donner. C'est pour les donner. Moi, je suis entièrement convaincu par mon j'aime pas, mais ça concerne pas le PSG pour le coup. Alors oui, toi ça concerne pas le PSG, c'est vrai. Dis-moi.
Bah non, mais moi, la séquence sur le penalty là. Pardon, mais qu'est-ce qu'on a vécu en fait. Alors, on va répéter C'était on va rappeler ce lunaire. qui s'est passé. Il y a une action avec une potentielle main de Kangin Lee. L'arbitre, dans un premier temps, ne siffle pas penalty, donc donne corner à Brest. La VAR lui dit dans l'oreillette qu'il n'y a pas besoin d'aller revoir l'action et qu'il confirme sa décision. Puis, il y a... Alors, je ne sais pas si c'est des supporters parisiens ou des supporters brestois, parce que c'était du côté des supporters Là, tu parisiens peux dire également. un abruti comme ça. Un abruti. Un abruti, Mm. d'où qu'ils viennent. Voilà. Un abruti qui balance un briquet sur le terrain. Donc l'arbitre prend le briquet comme pièce à conviction et va l'amener au délégué. Et au moment où il va l'amener au délégué, ça se plaint beaucoup autour du banc de Brest. Et en fait, ça a donné du temps à la VAR potentiellement de redire en fait, Non, va peut-être voir. il y a un joueur brestois qui vient demander la VAR à Ah, l'arbitre, carton vert qui lui- alors, comme qui à la lui Coupe fait du comme Monde ça, du vin. non Oui, fait qui comme lui Oui, dit- c'est qui vrai, lui- il fait comme oui, ça. mais vous allez pas voir en fait. non, mais ça à la limite, Voilà. je pense pas que c'est ça qui est Non, mais convaincu quand il se l'arbitre. rapproche mais- du banc, quand il se rapproche du banc, du coup, avec le briquet, il y en a un qui lui dit. Non, mais pourquoi vous allez pas voir il faut quand même mesurer à quel point toute cette séquence a été lunaire. C'est-à-dire que comme tu le dis, Ton j'aime pas, c'est la séquence. hein. non mais comme tu le dis, effectivement, il y a une première examination, un premier examen. Ouais, J'invente des mots. examination, pourquoi J'invente pas des ouais. mots. Je n'en ai plus rien à foutre. Ah, tu lis Un beaucoup premier de livres en examen. ce moment. Un premier examen. Il y a un Ça, premier. tu lis 45 livres par semaine là. Est-ce que je peux en placer une Pardon, t'as raison. Il y a un premier examen, merci messieurs, dames, un premier examen de la situation qui dure au bas mot 5 minutes, où les mecs vont te regarder la séquence sous tous les angles, sous toutes les coutures, image par image, machin. On te dit après ça qu'il n'y a pas penalty. Le jeu reprend, puisqu'il va y avoir un corner qui va être joué. Et sur un truc qui n'a rien à voir, c'est-à-dire un jet de briquet sur le terrain, on revient sur l'action qui a déjà été jugée, on repère 5 minutes pour regarder les images. Mais alors, moi, le débat, s'il y a penalty ou pas penalty, pour moi, c'est très contestable. C'est-à-dire que d'abord, la balle touche la tête de Kangin Lee. Effectivement, il a la main à côté de la tête. Bon, Alors, visiblement, cette règle de je la touche une première fois avant de toucher la main ne s'applique pas oui, si la main quand- a une quand position la qui n'est main- pas naturelle, quand la etc. main est une véritable extension du corps et donc de la surface du corps et donc, Mais- donc là dans ce mais cas-là ne s'applique En fait, déjà, ça doit pas prendre autant de temps. Il doit pas y avoir autant de flottement dans le jeu. Et une fois que tu as jugé une fois, tu vas pas 2 minutes après revenir et redonner penalty. Enfin, franchement, c'est illisible, c'est incompréhensible. Heureusement, alors moi, je suis pas du tout là à dire non mais la VAR c'est nul, etc. Heureusement, ces situations-là elles sont rarissimes. Et j'allais dire, heureusement, par un certain mouvement du karma, le penalty a été raté par Romain Castillo. Mais franchement, cette séquence. C'était fair play de sa part. Ouais, c'est ça. Bien joué. Mais cette séquence, elle était, franchement, fait, c'est lunaire, ça. quoi. C'est ça qui est dérangeant. Je sais pas si Marc ou Amo voulait réagir dessus, mais ce qui était dérangeant, c'est pas forcément la décision en elle-même, c'était plus le process de prendre la décision puis la reprendre dans la foulée, quoi. Moi, ce que je voulais juste dire, c'est que je crois que examination, ça existe. Je suis en train de regarder. C'est vrai? Ouais, je crois que c'est une analyse approfondie. Mais j'ai vu sur le site la langue française, mais j'ai pas trouvé dans le Robert ou Larousse. Donc voilà, je mets Ah oui, mais encore. c'est le nouveau compte d'Aix. je- La langue française.fr où il nous fait Examination. ses revues de presse. C'est un Fais gaffe. examen approfondi. Voilà, action de scruter, de regarder au détail. Dites-nous, voilà. dites-nous dans les Donc commentaires. ça marchait Euh, encore mieux. Bienvenue dans- sur Ici Littérature. Voilà, dans les coms, vous nous dites si examination ça passe pour vous. Moi, tu sais quoi, je suis très. Le français, c'est une question d'état d'esprit. C'est ça. Si, Ouais. Sur le moment- examination. Ok, ça Sur le passe. Franck moment, c'est le mot qui est venu. Allez, La Voilà. roue tourne à un Si moment tu donné, c'est comprends, bon, quoi. si tu comprends ce que tu veux dire, Bon, voilà, tout le monde a compris passe. ce que je voulais dire? Ça Ouais, très passe, ça passe. Bon, voilà pour la séquence sur le C'était mon sur j'aime le pas. penalty. On va pas passer non plus des heures dessus parce que Voilà. bon, à l'arbitrage, on a assez de trucs à dire que pour parler d'arbitrage. Ambre, ton tout petit, j'aime pas. Mon tout petit, j'aime pas. Je vais crisper des gens concernant Ousmane Dembélé parce que vraiment, je prends des pincettes. Attention. Des grosses pincettes parce que En j'aime plus, le tu m'as retour. dit en off que tu pensais complètement ce que tu disais là et que tu vas un peu le minimiser. Non, parce qu'Ousmane Dembélé, voilà, c'est vraiment un petit bémol. Plus qu'un j'aime pas, c'est qu'il a tué encore quelques petites mouettes dans le port de Brest. Et que voilà, s'il pouvait retrouver comment régler la mire, même si je nuance parce qu'il a remarqué depuis son retour. Mais voilà, il nous offre un petit peu du Ousmane, un petit peu brouillon dans la finition, même si j'aime les courses qu'il fait, les changements d'appui sont là, les prises de décision, ce qu'il arrive à créer, c'est OK. C'est juste, voilà, des fois dans le dernier geste,
réussir à cadrer un petit peu. On rappelle qu'il a marqué sur son deuxième ballon à Stuttgart au bout de 3 minutes. C'est pour ça que je dis je suis vraiment tatillonne, là je chipote. Ouais. Mais Marc, on a l'impression que Ousmane Dembélé est le joueur qui a besoin d'être au top du top physiquement pour avoir cette plénitude, notamment dans le réalisme. Mais je crois qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Et lui, il le dit clairement, en fait. Si tu regardes bien son parcours, avant d'être un footballeur, on va dire, mature dans le professionnalisme, voilà, une fois qu'il a fait ça, il a eu pas mal de blessures, ce garçon. Et en fait, avant de devenir un serial buteur, il a réglé la question de connaître mon corps, soigner mon corps et faire en sorte que je le peaufine au maximum. Et là, en fait, et ça, il avait même commencé au Barça, pas forcément au Paris Saint-Germain, c'était sur ses dernières saisons au Barça. À côté de ses séances d'entraînement, il fait du renfort musculaire avec des exercices très précis, notamment au niveau des ischios, là où il a été pas mal touché à Barcelone, et il a un prépa qui est avec lui au quotidien et qui même fait partie en fait de la structure Paris Saint-Germain, je crois à mi-temps, comme avait pu le faire des Neymar ou des Thiago Silva à l'époque. Et puis ça lui réussit plutôt bien. Et en fait, si je repense aux actions que Ambre elle souligne, c'est quand il rentre intérieur, frappe du gauche et donc appuie pied droit. Et en fait, c'est de là d'où il revient de blessure. Donc je pense que voilà, sa mécanique, elle doit se réhabituer. Sensations, ouais. à poser des appuis, à enchaîner course, appui, frappe. Voilà, avec cette cuisse droite qui a été touchée pendant quand même presque 6 semaines. Sachant que normalement c'était 8 à la base. Je pense que je dis pas qu'il est revenu vite, mais voilà, il faut prendre aussi des précautions. Et lui on sent qu'il est pas encore à 100%, enfin qu'il se donne pas à 100%, quoi. Il est peut-être revenu vite parce que par rapport à ce qui était prévu à la base, mais il est revenu après ce qu'il aurait pu revenir. C'est-à-dire que le match contre Strasbourg, il aurait pu, et ça a été dit, il aurait pu le jouer. Et puis finalement, le staff de Luis Enrique a dit non, tu sais quoi, on va pas forcer. Strasbourg, c'est pas prio. Tu reviendras pour le match contre Leverkusen. Mais à contrario, tu vois, quand il rate des frappes et qu'il s'exerce comme ça, je pense que en fait, ça fait partie du protocole, entre guillemets, de l'extension du protocole de reprise. Et puis on sait que quand on a un profil offensif, voilà, c'est une question d'habitude et de sensation. Il faut que tu frappes, il faut que tu te mettes dans ces situations, quitte à forcer un peu le truc pour que tu retrouves des repères. Et je pense que voilà, s'il rate le cadre, c'est pour mieux le retrouver dans les matchs qui suivent. C'est beau. La langue française, c'est vraiment une question d'état d'esprit. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Tu vois, c'est comme ça qu'il faut parler. Les mots, on ne les invente pas, on les met dans le bon ordre. On les choisit. Il y a un livre qui s'appelle Le Dictionnaire, qui est vachement bien foutu. Tu as tous les mots, tu peux choisir dedans. Je pourrais te filer le dernier livre que j'ai lu. C'est un livre sur le potager. Donc, voilà. Les tomates pour les nuls. Ça part, je sais pas comment ça part. Pourquoi à chaque fois il parle de potager, de légumes, mais parce que c'est clairement ma passion. Mais c'est sa passion. Tu peux respecter la passion de Marc. Tu sais qu'il mange des graines, lui. Ouais. Je ne mange pas de graines. Merci. C'est bon. Vive Camelot. Voilà. Allez, merci. Le dernier, j'aime pas. Ah bah tiens, on va rester avec toi, Marc. Dis-nous ce que tu n'aimes pas auprès de la gestion peut-être d'un joueur. Ouais. Concernant Gonzalo Ramos, alors je veux pas tirer à boulet rouge sur sa gestion et tout, mais j'attends de voir et je m'interroge sur le fait qu'il n'ait pas démarré les 2 derniers matchs du Paris Saint-Germain, à peu près à la même époque l'année dernière, je crois à peu près à une semaine d'écart, en tout cas en post-trêve international du mois d'octobre. C'est le sort qui avait été réservé enfin c'est là qu'avait débuté en fait la gestion, le début de la mise à l'écart de Randal Kolo Muani avant le mercato d'hiver, où en fait il était soit remplaçant, soit sur le banc il n'entrait pas, soit il était remplaçant en grignotant le peu de temps de jeu qu'on lui laissait. Et j'ai peur que pour Gonzalo Ramos, ça soit le même sort lui soit réservé. Alors peut-être que Luis Enrique a ses raisons, et à chaque fois qu'il a ses raisons, il a souvent raison. Ouais. Mais voilà, c'est quand même un élément qui a rendu beaucoup de services. Cette saison, c'est 12 matchs, 4 buts, dont un but lors à Barcelone. Voilà, la Supercoupe aussi, de la Supercoupe de l'UEFA, et un seul but sur penalty contre Strasbourg. Mais voilà, j'attends de voir la suite le concernant et savoir comment il va être géré. Est-ce qu'il va débuter à Lorient après-demain, ou au parc contre Nice samedi, ce week-end. Donc, et si à l'issue de ces 2 matchs,
il ne démarre pas. Je pense qu'il va falloir scruter sa situation avec attention et elle sera, pour moi, assez semblable à ce qu'a vécu un Randal Kolo Muani l'année dernière, voire un Marco Asensio. Alex, Gonzalo Ramos, c'est 0 titularisation en Ligue des Champions. Il n'a même pas joué une minute contre Leverkusen. Mais paradoxalement, pour faire le parallèle avec Kolo Muani, on a l'impression qu'il a eu sa chance depuis le début de la saison, Gonzalo Ramos. Bien sûr. Alors que Kolo Muani est peut-être un peu moins ça sur le début de saison dernière, où on sentait que les dés étaient pipés de base. Il avait joué le premier match de Champions League, Kolo Muani, contre Girona. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'avec Kolo Muani, il y avait vraiment cette espèce de fatalité, mais parce que aussi derrière les statistiques ne suivaient vraiment pas. Là, avec Ramos, on a cette espèce de poids de mesure où effectivement il est rarement très bon, il est jamais bon quand il démarre, mais quand il rentre en jeu, il est décisif. C'est un excellent super sub. Il a des buts. L'année dernière, il marque 15-16 buts, je pense. Enfin, j'ai plus les statistiques en tête, mais c'est vrai que c'est un vrai casse-tête. C'est-à-dire, c'est un joueur qu'on aimerait voir vraiment transformer. 19 buts la semaine dernière. C'est un joueur qu'on aimerait vraiment voir transformer l'essai et qu'il arrive vraiment en tout cas que l'équipe arrive à s'adapter aussi à sa présence, parce que moi j'ai surtout l'impression d'une espèce d'incompatibilité entre lui et l'équipe. Quand il est titulaire, on s'adapte pas vraiment au profil qu'il est, mais c'est toujours le même débat qu'on a depuis des mois et ça n'a pas changé malheureusement. Donc oui, Marc le dit très justement, de toute façon sa situation sera une question dans les prochains mois, et à voir si c'est dès cet hiver ou l'été prochain. Moi je vois mal le PSG s'en séparer cet hiver, mais après c'est... Est-ce qu'il peut tenir toute la saison en étant dans ce rôle de super sub là, comme ça là ? De toute façon, c'est son rôle depuis qu'il est. Non, mais est-ce que ça veut pas dire que pour moi, cet hiver, il épouse le statut. Si ça continue comme ça, cet hiver, il va réclamer. Non, alors attendez. Alors voilà, pour le coup, je vais partir un petit peu là parce que je pense que il y a une Coupe du Monde, il y a une Coupe du Monde cet été. Ouais, mais je pense qu'il a pas de plus grosse prétention que ça, Gonzalo Ramos. Moi, j'ai l'impression qu'il a épousé le statut que lui a conféré Luis Enrique depuis le début. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il rentre en jeu, on n'a pas le sentiment d'un joueur frustré, qui veut pas se donner. Là, je vois ses stats encore. Bah oui, peut-être qu'il a pas joué contre les Leverkusen, mais à Atalanta, il joue 32 minutes, il met un but. À Barcelone, il joue 18 minutes, il met un but. Supercoupe face à Tottenham, il joue 13 minutes, il met un but. Donc en fait, quand il y a besoin de lui, même si voilà, il ne répond pas dans la rotation, dans le rôle d'un titulaire, ça je pense qu'on est tous unanimes, quand on a besoin d'un super sub, bah, il répond présent, donc je sais pas. Mais pour moi, lui épouse le statut. Voilà. J'ai pas l'impression qu'il va pas se plaindre, quoi. Qu'il prétend à plus, et j'ai l'impression que c'est exactement... Après, il peut prétendre à plus dans un club d'un moins bon standing. Bien sûr. Mais après, c'est un choix, quoi. Mais je pense que voilà, l'environnement Paris Saint-Germain avec d'autres joueurs portugais lui va bien, qu'il n'a pas plus de prétention que ça au regard de son niveau, et que Luis Enrique l'attend exactement dans cette configuration-là d'un joueur qui va pas se plaindre et qui répond présent quand il a besoin de lui. Même si, voilà, le dernier step aurait été, comme les autres, d'être bon quand il est titulaire. Et ça, voilà, faut se faire une raison. Gonzalo Ramos, ce ne sera pas le cas avec lui. Marc, tu voulais Je partage entièrement ce qu'a dit Ambre. J'allais dire Alex. Non, tu me cherches. Non, ce qu'a dit Ambre, franchement, 100%. Et en fait, ce qui fait, c'est pas lui qui, à mon sens, au Paris Saint-Germain, c'est presque pas toi qui décide si tu vas partir ou pas. Il y a deux choses qui font que tu pars. C'est d'abord, quand tu es joueur, il y a trois choses qui font que tu pars. C'est tu as un super salaire ailleurs, tu as un super challenge sportif dans un club. Là, pour Gonzalo Ramos, c'est forcément dans un club un peu plus bas, mais d'un certain standing, dans un championnat sexy. Pas forcément plus bas, mais voilà. Je sais pas, moi, je vois bien Inter Milan, je sais pas pourquoi. Pour se prendre une petite rouste en finale de Ligue des Champions, par exemple. Non, mais l'Inter en ce moment là, ils ont deux petits jeunes pour être les remplaçants de Lautaro et Marcus Thuram, donc je suis pas sûr qu'ils cherchent un attaquant. Le Milan AC cherche un attaquant. Mais ils ont déjà étudié la question et financièrement c'est très compliqué pour eux, c'est impossible. Et la troisième raison, il y a deux choses qui font que tu pars, c'est un challenge sportif ou un salaire, et la troisième raison, c'est le club te pousse vers la sortie en fait. Donc si le club pousse vers la sortie Gonzalo Ramos, c'est qu'ils ont une alternative qui leur permet de dire nous serons plus compétitifs en attaque. On a besoin de plus de compétition, plus d'un joueur qui vient faire le match et donc en fait que la compétition entre les joueurs élève le niveau et que sur le marché il y ait un profil d'un joueur dans un prix on va dire entre guillemets raisonnable. Donc, raisonnable, c'est pas raisonnable pour le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est raisonnable pour le Paris Saint-Germain, donc je pense autour de 60, 70.
pas trop casser la tirelire non plus, mais pas 180, pas Ronald Colomwani, 90 millions. Donc, Et qui accepte les miettes, hein, parce que t'en as déjà 4 qui se tirent la bourre. voilà, et qui accepte de venir faire le match en fait avec ceux qui sont devant et qui peuvent jouer dans ce rôle de 9,5. Donc pour moi, la solution pour convaincre un joueur de venir remplacer un Gonzalo Ramos, il faut que tu sois capable de jouer sur les 3 postes devant et que tu sois d'accord de venir faire le match. Et c'est pas facile à trouver sur un marché. Et donc c'est aussi pour ça qu'un Gonzalo Ramos, il est ce qu'il est et il est là où il est avec le statut qu'il a. Bon, on verra ce que ça donnera pour Gonzalo Ramos, oui. Je sais pas si tu voulais passer à la suite. Je voulais passer à la suite. Je voulais juste ajouter un tout petit mot, parce qu'on n'en a pas parlé et qu'on va pas en reparler après, mais Désiré Doué, 20 minutes de jeu, 3 tirs, 2 poteaux, 1 but. Non, mais lui, pour le coup, il est incroyable. Il fait partie pour moi de la gestion de Luis Enrique. C'est Et absolument contre génial. Leverkusen, Non, mais 45 minutes de but. Il est épuisant, passe D, ce garçon. Voilà. En plus d'être très beau, il est très fort au foot. J'en ai marre de ce mec. Voilà. Et tu veux te marier avec tout le monde, donc tu veux te marier avec Vitinha, avec Doué. Moi, tu sais, c'est une vie qui me plairait bien. Hein. Époux de joueur de foot, ça m'irait très bien. N'importe quoi. Alors, peut-être va-t-il vouloir épouser Seny Mayulu. Ah oui, ça va être notre premier gros débat. Attends, j'avais un truc à dire. Quoi ? Je l'ai pratiqué en finale de Ligue des Champions l'année dernière. Je peux vous dire que si... Qui, Alex ou Seny Mayulu ? S'il est un peu trop proche d'un joueur de foot, lui, c'est les larmes et les Kleenex à tous les matchs, quoi. Enfin, c'était terrible. J'avais les poils humides à la sortie. Je sais pas où part cette conversation, mais bon. Ouais. Mon Dieu. Voilà. Seny Mayulu. On va en parler un petit peu. Alors, il fait pas un match extraordinaire, vous allez me dire, contre Brest, mais il fait un match qui impressionne peut-être déjà par sa tranquillité. À Seny Mayulu, je voulais vous donner plusieurs stats depuis le début de la saison. Il a joué 9 matchs, 6 en Ligue 1, 3 en Ligue des Champions. Les 3 en Ligue des Champions, il les a tous démarrés. Voilà. Il a 19 ans, on le rappelle. Un but, une passe D, un but en Ligue 1, un but en Ligue des Champions. C'est à Barcelone, excusez du peu. La question, c'est de savoir si vous êtes bluffé, impressionné par le début de saison de Seny Mayulu, sachant qu'il a commencé en étant un petit peu blessé. Il a commencé plus tard que les autres. Son premier match, c'était le 14 septembre. Je vais commencer par toi, Ambre. Est-ce que la progression de ce Titi-là, de ce joueur-là, te bluffe aujourd'hui ? Vu qu'on est dans la sémantique, j'aime beaucoup le mot que tu as utilisé, la progression. C'est ça, vraiment plus que le joueur en lui-même, parce que pour moi, c'est pas un crack générationnel, un virtuose, Seny Mayulu, mais c'est un joueur dont j'attendais pas grand-chose et qui m'impressionne par sa capacité d'adaptation et vraiment son évolution sur le terrain. Il a l'intelligence de s'adapter quand il faut s'adapter, au poste où on le met. La direction a eu l'intelligence, comme j'en parlais tout à l'heure, pour moi, peut-être de ne pas recruter dans un secteur où justement ça lui fait de la place et une fenêtre de tir pour montrer un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Mais en fait, voilà, c'est que je n'attendais pas grand-chose de lui, finalement, de ce joueur-là. Et la progression qu'il affiche match après match, la maturité qu'il démontre au milieu de joueurs champions d'Europe. Et d'ailleurs, il a bien mis sa pierre à l'édifice, le petit Seny. Voilà, ça m'impressionne vraiment. Donc c'est chapeau à lui, mais chapeau encore une fois à tous ceux qui l'encadrent aussi et qui sont en train de faire un très bon joueur du Paris Saint-Germain. Et contre Strasbourg, on a vu contre le Barça aussi, mais on a a vu qu'il avait appris à célébrer les buts. Parce que les célébrations de Cassa de finale de Ligue des Champions qui n'ont aucun sens, c'est fini. Maintenant, il a une célébration plutôt logique. Il donne cette impression-là, on va parler sportivement de ce qu'il fait sur le terrain, mais c'est vrai qu'il donne cette impression-là de tête bien faite, bien gérée pour pas se prendre trop la tête quand ça marche pas s'enflammer quand ça marche, et qui vraiment il suit son chemin, quoi. C'est assez fidèle au personnage. Moi, je le suis depuis les 19. Franchement, moi je le voyais Après, pas. Il a 19 ans, donc si tu le suis depuis 6 mois. Non, depuis ça fait un peu plus de 2 ans, quoi. Quand il jouait avec la Real, parce qu'il était surclassé. Avant ses premières en pro, franchement, moi je voyais avec Zoumana Camara en Youth League où il était titulaire et on lui confiait déjà des responsabilités. Sincèrement, je le voyais pas arriver comme un garçon qui se mêlerait vraiment, qui serait une vraie solution en cas d'absence des titulaires au Paris Saint-Germain. Il était un peu trop gentil en jeune, c'est ça ? Frêle. Ouais, c'était un garçon frêle mais intelligent, mais qui avait une réelle progression, à qui tu pouvais confier des responsabilités de match en match ou des choses nouvelles. Tu le voyais faire des choses nouvelles, prendre des initiatives. C'est un garçon qui a pas peur de se montrer, d'aller frapper de loin, qui peut jouer dans beaucoup de positions. Ouais, qui avait ce côté un peu leader sur le terrain. Après, très
Je crois que c'est pas un grand causeur. D'ailleurs, par l'exemple, Ouais, plus ouais. que. Tout était plutôt très propre, mais il y avait un côté très propre en fait. Voilà. Et quand je voyais Warren jouer en 19, il y avait un côté très propre, mais il y avait un côté le mec vient mettre un coup d'épaule, je rentre un coup d'épaule. Il y avait aussi ce côté physique, un peu. Un peu de vice. Ouais, il y avait du vice. Quand je voyais Senny, je me disais c'est un peu plus propre. Enfin bref, ta question, pardon. Ma question, tendre, c'est quoi. dans la mentalité et dans la tête, justement, si tu l'as suivi depuis les U19, on a l'impression que la tête est bien faite. Je ne sais pas si c'est de par l'entourage qui le gère très très bien ou si c'est lui qui a ça naturellement. Ouais, en fait, même il travaille sur le mental. Je crois qu'il travaille avec un spécialiste en Suisse. On l'avait écrit dans un papier avec Benjamin Coirez, Benjamin Coirez, du Parisien. Mais ouais, c'est quelqu'un qui travaille en vidéo, qui travaille la prépa mentale, qui a un entourage plutôt, je crois, qui a fait ses preuves avec les joueurs qui l'accompagnent, qui sont juste Aurélien Tchouaméni, Mike Maignan et Jules Koundé. Et Brian Bemo aussi. Donc voilà, plutôt un environnement très simple. Il y a aussi un frère qui est aussi joueur de football en Angleterre. Voilà, tout ça, ça fait un cocktail entre sérieux, bon entourage, qui font que il a une progression qui est assez logique. Est-ce que parce que j'ai parlé des statistiques de Maïlou, j'ai oublié de préciser que quand il joue, en fait, il joue partout. C'est-à-dire que contre Strasbourg, il joue arrière droit. C'est ça que je parle de l'adaptation. En Ligue des Champions, il joue faux neuf. En championnat, là, ce week-end, il jouait plutôt au milieu de terrain. En fait, on ne sait pas quoi faire, on met Maïlou, quoi. Ouais, en fait, je trouve que c'est un des trucs vraiment importants de ce gamin et un des trucs qui m'impressionne peut-être le plus pour son jeune âge, qui est en fait tout l'inverse de celui dont on parlait avant, qui est Gonzalo Ramos, c'est que lui assimile parfaitement le plan de Luis Enrique et ce que Luis Enrique attend de lui. Et je pense que pour Luis Enrique, c'est un bonheur d'avoir un gamin comme Seny Maïlou, qui est très intelligent, qui est très malléable, qui est très flexible, qui est performant où que tu le mettes, et qui représente une bonne option pour... Enfin, c'est quand même pas rien de se dire que ce gamin-là, la saison dernière, on se disait oui, bon, c'est un espoir, c'est un jeune, bon, il fait le nombre comme aujourd'hui, on considère des gamins comme Njantou ou Mathis Janjal ou d'autres, enfin des gamins qui sont juste voilà, un peu en bas de carte. Et aujourd'hui, c'est un vrai joueur de rotation qui est un titulaire en puissance, qui est une vraie option pour Luis Enrique. Et c'est un changement de statut qui ne doit qu'à lui, sa progression, son intelligence, ses performances, son travail. Et franchement, je pense, je souscris à ce qu'ont dit mes petits camarades. Moi, j'en attendais pas autant de lui. Hein. Honnêtement, hein, pour moi, c'est un gamin qui pouvait faire une bonne carrière, mais qui allait sans doute plutôt réussir loin du Paris Saint-Germain, comme tant Comme d'autres Titi ont pu être intéressants avec le PSG, mais n'ont jamais eu le niveau de véritablement s'imposer. Comme tant d'autres, mais là, en fait, on voit, et je trouve que ce qu'a dit Ambre notamment est super important et super intéressant, c'est qu'en fait, ils lui ont laissé la place. C'est-à-dire que effectivement, cet été, tu avais l'opportunité de faire un garçon comme Franco Mastantuono, où tu as été beaucoup lié à Marc. Bon, ils ont essayé quand même. Hein, Bien sûr qu'ils ont essayé, mais le fait de ne pas avoir réussi, le fait de ne pas avoir réussi à le faire, ça les a pas poussés à aller chercher en urgence, dans la précipitation, un autre type, un autre joueur à un prix exorbitant. Il faut vraiment qu'il y ait un mec qui semble plus fort que Maïlou pour pouvoir. Et le fait d'avoir au final laisser cet espace-là à Maïlou pour se développer. Là, il se trouve qu'en plus, il y a eu la blessure conjointe de Ousmane Dembélé et de Désiré Doué qui a fait qu'il a eu de la place, il a eu du temps, il a eu et c'est en train de devenir une vraie option. Donc non, Maïlou, son début de saison, très enthousiasmant. Vous le préférez où ? Au milieu de terrain, en faux neuf ? Moi, vraiment... Hein, tactiquement, son match d'arrière droit à Strasbourg m'a bluffé. Face à Strasbourg, je lui dis, mais en fait, moi, je l'aime bien milieu de terrain, mais c'est quand les titulaires sont là, ils sont là. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'option pour lui. C'est clair. Tant milieu de terrain. Enfin, c'est difficile à répondre parce que ça dépend de ce sera la problématique à long terme, en fait. C'est une bonne problématique. Hein. C'est une bonne problématique. Ça, d'avoir ces choix-là. Mais à long terme, ça va être une problématique pour lui, en fait. Parce qu'il y a une question de prolongation qui va peut-être venir au fur et à mesure. Il est en contrat jusqu'en 2027. Mais je pense qu'en l'état actuel des choses, il faut la prendre, la prolongation. À moins que demain,
il y a un top club européen. T'as des échos de ça, savoir Non, si... j'ai pas cherché si- à en avoir. Enfin, je sais que voilà, Paris Saint-Germain, en fait, en gros, tout ce qui Tu, arrive en tu nous as contrat déjà beaucoup expliqué que voilà, Luis Campos n'aimait pas que les joueurs entré dans entrent dans leur dernière année de contrat. Donc, Si je forcément. calcule bien, la dernière année de contrat de Mayoulou, C'est elle l'année- démarre l'année prochaine. Ouais. Donc, à mon avis, ça sera réglé avant. Luis Campos, il a une entente, enfin, il a une connaissance de l'entourage de Seny Mayoulou de son époque lilloise, puisque Mike Maignan a les mêmes agents que Seny Mayoulou, et donc, Luis Campos, On a déjà dealé avec eux. Ouais, et puis Luis Campos et Olivier Gagne, l'adjoint de Luis Campos, ils ont une vraie relation avec Mike Maignan, donc moi, j'ai aucun mal à croire qu'en fait, Seny Mayoulou va prolonger très tranquillement au Paris Saint-Germain. Bon, on verra ce que ça donnera pour Seny Mayoulou quand il prolongera, s'il prolonge. Et on verra ce qu'il fera sur la suite de la saison avec le PSG. On va faire une petite pause et puis on va parler des deux derniers joueurs qu'on voulait aborder dans cette tribune. On va parler de Lucas Hernandez et juste après on parlera d'Achraf Hakimi. Ici, toute votre info locale est sur l'application mobile. Ici, Restez connectés à tout ce qui se passe autour de chez vous des infos pratiques, des idées pour sortir. et toutes les histoires dont vous allez parler avec vos voisins. L'application Ici dans votre téléphone, C'est aussi, à tout moment, le lien essentiel en cas d'événement climatique autour de vous. téléchargez gratuitement l'appli Ici. Vous y serez tous les jours. Ici. 100% PSG, la tribune. De retour dans 100% PSG, la tribune, avec Alexandre Aflalo, Ambre Godillon et Marc Méchenois. Ils sont tous sur leur téléphone, à part Marc. Marc, t'as pas ton téléphone sur toi. J'ai pas reçu de message. Je voulais essayer un peu de te sortir, on n'est pas dépendant des téléphones et tout. Non, Ouais. c'est juste que j'ai pas reçu de texto. Non, lui juste de son potager, t'inquiète. Ouais. Non, mais c'est soit sur mon téléphone, j'échange des messages, soit je joue à des jeux à la con, soit je regarde des vidéos de ma fille. Donc, T'es très Candy Crush toi aussi? non. Non. Je joue à un jeu de tennis à la con. Je suis tellement boomer, tu sais que je joue encore à Candy Crush. C'est dramatique. C'est dramatique. Dramatique. Je sais. Le temps que je perds à ça. Bon, bref. Alors qu'on devrait lire comme Alexandre. On Bien sûr. devrait lire, Bien effectivement. Évidemment. Pour Faut lire. avec toi. Je faut vous conseille son très bon compte Instagram, ça s'appelle Aflali. Aflali pour Aflalo. Voilà. Bonjour. Bonjour, salut. Voilà, C'est on va vous mettre les liens dans. Bien sûr. Non, je vais pas le faire. Et il a fait même un an, mais pour raccorder tout, il a fait une vidéo sur ses livres de football préférés. Ses C'est vrai 5 livres de football préférés. Bien sûr. Ok, Bien sûr. très bien. Je vous invite à aller liker, partager, abonnez-vous. hein. Tiens, moi, j'en profite pour la chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus, ça nous aide. Des petits Déjà pouces. Si vous pouvez Alors le moi, faire j'ai sur. des choses à vendre. YouTube. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne 100% PSG ici Paris Île-de-France. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a regardé, il y a en moyenne 70% des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Voilà. Et pour Donc, un faites-le, abonnement s'il vous plaît. à la chaîne YouTube ici Paris de France, vous avez un abonnement offert à ma chaîne Instagram. Donc, Non mais je dis ça. Pourquoi je dis ça? C'est pas pour vous embêter à vous abonner à notre chaîne, c'est parce que plus on sent qu'il y a une communauté autour de notre équipe à ici Paris Île-de-France, plus on va avoir la possibilité de pouvoir faire des trucs et on a des super idées et si vous nous aimez bien, ça peut nous soutenir en vous coûtant rien. On vous aime tous bien. Voilà. Pour Merci. vous donner de la force. On va parler de Lucas Hernandez. Lucas Hernandez qui revient en forme avec le Paris Saint-Germain. Il a joué 6 matchs de Ligue 1 cette saison. Les 6, c'est 6 titularisations. Les 4 derniers matchs de Ligue 1, il était titulaire. Et puis, il y a un niveau, on a l'impression qu'il revient un petit peu. Je pense à son entrée à Barcelone aussi, qui a été plutôt bonne. Je vais commencer par toi, Alex. Est-ce que le retour en forme de Lucas Hernandez te met en joie? Est-ce que tu es d'accord déjà avec ce retour en forme? Et est-ce que tu as une sensation un peu de « Ah, enfin !» Ah oui, d'accord, je pense que c'est difficile de ne pas l'être. On n'a pas affaire aux mêmes joueurs auxquels on avait affaire il y a quelques semaines, quelques mois, qui étaient vraiment hésitants, un peu tremblants, pas présents dans l'impact physique, qui n'étaient pas fiables tout simplement. Et là, on a de nouveau affaire à un joueur sans qu'il soit vraiment à son meilleur niveau, mais un joueur international français, quoi. Et c'est évidemment une excellente nouvelle pour le Paris Saint-Germain, parce que... là encore, on rebascule un peu aussi sur le débat qu'on avait tout à l'heure avec le fait de trouver une doublure ou non à Achraf Hakimi. Mais bon, là, Nuno Mendes va falloir aller le chercher, quoi, hein. C'est-à-dire que même Hernandez Prime en 2018, je suis pas sûr qu'il tienne vraiment la route face à Nuno Mendes aujourd'hui.
Mais c'est une alternative, c'est une option. C'est encore une fois un remplaçant ou un joueur complémentaire qui apporte des garanties, qui permet à ton équipe de pas complètement pâtir de l'absence d'un titulaire. Et voilà, ça reste quand même un joueur avec beaucoup d'expérience, avec beaucoup de vécu, avec beaucoup de talent. Oui, moi, je peux être que ravi que Lucas Hernandez soit revenu sur pied. En tout cas, ça se confirme match après match et ça fait vraiment plaisir. Tu parlais des alternatives. Il y a eu un test qui a été fait dans le match contre Leverkusen sur la deuxième période où à un moment, Lucas Hernandez passait arrière droit. Il y avait des tests de Luis Enrique. Voilà, on ne sait jamais. On tente des trucs, quoi. Contre Brest, il est axe droit ou il est à droite. Hein. Enfin, c'est d'ailleurs, je suis désolé de te casser le truc, mais c'est lui qui est fautif sur le duel de Mama Baldé qui se fait passer devant. C'est vrai. Bon. Mais est-ce que n'empêche le retour de Lucas Hernandez un peu en forme? Parce que j'essaie de me rappeler l'état d'esprit dans lequel on était il y a un an. Il y a un mois, on a eu ce débat. Il y a un an débat tout pile. Concernant, c'était hyper inquiétant. En fait. Moi, il y a un an tout pile, je me rappelle, c'était mais attendez, Pacho, il est bon. Mais en fait, quand Lucas Hernandez il va revenir, qui c'est qui va sauter? C'est Pacho ou c'est Nuno Mendes? Puis en fait, non, c'est Lucas Hernandez qui a sauté. Est-ce que, il y a un mois, on était inquiet. Est-ce que là, tu es un peu plus rassuré? Ouais, je suis un peu plus rassuré parce que ce qui m'inquiétait, c'était Lucas Hernandez au duel arrêté ou en duel lancé. Je trouvais que c'était très compliqué pour lui. Souvent pris de vitesse, souvent sur les appuis, sur les premiers appuis en difficulté. Et là, je trouve que il a l'air d'être beaucoup plus en confiance de répondre sur ces secteurs de jeu-là. Et ce que je trouve surtout intéressant, c'est que tu peux le balader partout dans la défense. Et je crois que c'est un profil comme ça qui manque au Paris Saint-Germain. Un profil que tu peux balader à droite, à gauche, dans l'axe, axe droit, axe gauche. Voilà. Et Paris, ils vont avoir peut-être... Moi, je pense qu'il leur manque un latéral qui est capable d'avoir... de jouer à gauche et à droite, type le latéral portugais qui est parti. Cancelo. Voilà, Joao Cancelo. Et je dis pas que Lucas Hernandez est ça, mais au moins, si tu as un pépin physique quelque part dans la défense, tu peux aller y mettre Lucas Hernandez plutôt que Warren Zaïre-Emery à droite et ça contentera tout le monde. Parce que ce qui est certain, c'est que quand sportivement ça va, l'apport de Lucas Hernandez est indéniable et en plus dans la mentalité, dans tout ce que ça veut amener à cette équipe, quoi. Je suis d'accord et pas d'accord avec toi parce que son apport est indéniable, mais qui a devant lui maintenant? C'est totalement bouché au poste d'arrière gauche. Il a raison, Alex, c'est juste plus le même métier que celui avec Nuno Mendes. C'est autre chose, hein. C'est un défenseur hargneux prime 2018, c'est ça. C'est un super défenseur. Mais Nuno, aujourd'hui, il a une telle dimension que c'est bien au-delà d'un défenseur. Nuno, il parle avec les meilleurs de l'histoire en ce moment. Donc bon, il y a un moment. Bah oui, non mais clairement, donc le fossé est tellement énorme, maintenant c'est abyssal que dans ce rôle-là, même s'il apporte des choses, il n'y a plus de place pour lui, c'est bouché. Donc pour toi, c'est anecdotique que là, il revienne un petit peu en forme? Non, mais je suis d'accord avec ce que vous dites. Ça peut être une option en défense centrale, ça peut être une option axe droit, ça peut être des options, mais à gauche, pour moi, aujourd'hui, de temps en temps, il dépanne, mais pour moi, après, moi, je suis plus pessimiste que vous. Hein. J'ai bien aimé ce que j'ai vu. Pour moi, la mentalité de Lucas Hernandez, elle a toujours été extraordinaire. Il n'y a rien à reprocher sur ça. Il donne tout, même les mots qu'il a à l'égard de Nuno Mendes, c'est super. Il n'y a rien à dire, mais est-ce que le corps suivra? Moi, c'est ma grande interrogation. Est-ce que le corps suivra? On rappelle qu'il s'est fait les croisés 2 fois en quasi 2 ans. Ah ouais, et on sait que quand on revient d'une telle blessure, on revient jamais vraiment à son prime. Et son prime est-il au niveau des joueurs actuels? Je parle de Pacho, évidemment à côté de Pacho, il y a Marquis Zavarni, à gauche il y a Nuno, à droite il y a Achraf. Enfin, je veux dire, quand on voit le niveau des gars dans le quatuor, je vois pas où Lucas Hernandez, même prime. Derrière, c'est une bonne option. Dans un objectif une option, ok, de rotation. Dans un objectif de gestion en Ligue 1, voire en Ligue des Champions, comme ça a été le cas. Mais quand tu reviens de deux croisés, tu dois aussi te créer des habitudes de jeu. Mathieu Hudol est à son prime avec 4 croisés. Oui, non, c'est vrai. Bon, Mathieu Hudol, qui a réussi à faire remonter Metz, vous mettez pas au même niveau que Paris Saint-Germain. Mais voilà, dans un objectif de gestion de match où tu mènes très largement, ou dans un objectif de gestion de calendrier, où le Paris Saint-Germain est sereinement installé dans un match, voire face à une équipe plus faible. Tu rebouches un peu les trucs. En fait, l'important, c'est qu'il soit plus pas fiable, enfin qu'il soit plus non fiable, quoi. C'est-à-dire que là maintenant il est redevenu. C'est vrai qu'un Lucas Hernandez avec le statut qu'il a, le passif qu'il a, qui rentre et qui est pas forcément au niveau sportif pour tenir la baraque, ça peut devenir vite une problématique, quoi. C'est ça. Moi, en fait, je te contredis, mais en fait, je te contredis pas totalement, et je vais même dans ton sens. C'est-à-dire que à l'instant T, c'est intéressant. À la fin de la saison, quel bilan on pose? Est-ce qu'il y a un moment donné, il y a un Titi qui monte, qui est capable de jouer latte gauche, centrale gauche au centre de formation? Il y en a.
Il y en a un qui est en train de monter chez les 19. Mais bon, c'est très loin. En 2010, ça fait qu'on a 15 2010, ans. il a Ouais. Il est né. Ok, d'accord. Mais qui est capable de jouer les deux. Donc, à voir, en fait. Il faut observer l'année prochaine. Et si le corps va suivre, Et encore puis, une fois. en fait, pour avoir ce statut-là, c'est-à-dire un statut de remplaçant, de rotation, quand tu es au salaire que Lucas Hernandez il a, en fait. Il est quoi? Il est top 5 du club, Lucas Je crois Hernandez? il est presque à un peu moins de 20 bruts par an. Ah ouais. Donc ça fait énorme, c'est absolument énorme. Donc à un moment donné, il faut mettre en rapport le salaire du joueur et Tu mets de l'eau à mon moulin là. Hein. voilà et son Mais il a dit qu'il était d'accord, rendement, son mais statut. pas d'accord, mais d'accord. Hein. Voilà. Donc je trouve que dans l'idée d'une rotation, d'une gestion, c'est intéressant. À voir sur plus long terme, est-ce qu'il y a un Titi qui peut monter et un Titi qui forcément à qui il va falloir faire de la place à un salaire qui sera bien moindre. Et on a parlé de Lucas Hernandez, son titulaire, donc Nuno Mendes qui a répondu aux questions de l'AFP notamment, et qui parle du fait que Luis Enrique lui a appris qu'il fallait défendre dans la vie. En gros, qu'il lui a appris à défendre parce qu'avant il ne voulait que attaquer. Oui. Et donc il lui a appris et maintenant ça expliquait le joueur total qu'il était devenu. Voilà. Ouais, je crois qu'il y a un peu moins de. Non, on revient sur Hernandez. Ouais, il est juste un peu moins de 15. Okay. Donc c'est pas un peu moins de 15. Et puis après, il y a peut-être des variables qui font que ça booste. Voilà pour Lucas Hernandez. On verra quel sera son statut par la suite. On va terminer avec un titulaire. Ça, c'est sûr. Et c'est certain que c'est un titulaire. C'est Achraf Hakimi. Achraf Hakimi qui, en plus d'avoir mis un doublé face à Brest, est donc nommé pour le Ballon d'Or africain. Achraf Hakimi qui a terminé 6e du Ballon d'Or normal, entre guillemets. C'était ses 2 premiers buts ce week-end, Achraf Hakimi, cette saison. C'est fou, ça. Ouais, c'est fou. Achraf Hakimi qui marque un but, on dit bon, ça arrive. Et puis en fait, non, ça faisait 2-3 mois. Et puis voilà, c'est... Il est tellement fort que ça nous avait pas manqué, en fait. Non, mais c'est vrai. Non, mais en vrai. Après, il fait marquer les autres. C'est ça. Il est tellement. Il avait fait des passes D, c'est vrai. Il est tellement influent sur le jeu que le fait qu'il ait pas marqué, ça nous avait pas. Est-ce que c'est la question que je pose, c'est est-ce que c'est une évidence que Achraf Hakimi va remporter le Ballon d'or africain? T'as pas honte de nous poser cette question? Tu veux rappeler peut-être la liste des nommés? Parce que moi, il y en a deux que je connais pas dans la liste des nommés quand même. Non, mais qui était devant lui au Ballon d'or? Dans les 5 au-dessus de lui. Dans les 5 au-dessus de lui. Mohamed Salah était au-dessus de lui. Il était où, Mohamed Salah? Il a fini 4e, Mohamed Salah. Bah ouais, c'est pour ça. Je pose pas que des questions bêtes. Je me rappelais plus de ça, mais quelle honte. Nuno Mendes, il l'a plié en 2. Oui. Je parle d'Hakimi. Si tu veux. Oui. Tu veux qu'on rappelle la liste ou pas? Vas-y. Donc il y a Franck Zambanguissa, Fiston Mayele, Mohamed Salah, Denis Bouanga, Serhou Guirassy, Achraf Hakimi, Oussama Lamlioui, Victor Osimhen, Iliman Ndiaye et Pape Matar Sarr. Il y en a donc 2 que je connais pas du tout, c'est ceux sur lesquels j'ai buté le nom. Je suis vraiment désolé. Non mais franchement, t'as pas honte, Romain, de nous poser cette question. Mais en vrai, la question elle est légitime. Tu dors bien la nuit. La question elle est légitime. Achraf Hakimi n'a pas été le meilleur Africain au Ballon d'Or dans les votes. Donc je pose la question. Moi je trouve que c'est complètement hallucinant déjà ça. Honnêtement, j'en avais fait un déni. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je l'aurais mis podium. De toute façon, moi, je m'étais. Non, mais regarde les critères, on va dire, d'un potentiel Ballon d'Or ou d'un trophée comme ça. C'est-à-dire, évidemment, la capacité à être décisif. Ok, Mo Salah l'a été. La manière dont tu portes ton équipe, par tes perfs individuels dont tu arrives à la porter collectivement, Mo Salah, ça y coche pas. Je suis désolée. Sur la saison dernière. Après, il y a juste un tout petit truc, c'est je sais pas quels sont les critères de vote du coup sur le joueur de l'année de la CAF. Est-ce que c'est sur l'année 2025 civile ou est-ce que c'est sur la saison 24-25? Parce que pour le coup, dans les deux... sur la saison 24-25, Mohamed Salah, ces 6 premiers mois, il est favori du Ballon d'Or tous les jours. Ouais, mais tu vois, sur l'année 24-25, Achraf Hakimi démarre en étant 3e des Jeux Olympiques. Mais oui. Oui, non mais de toute façon, il y avait des débats il y avait des arguments pour les deux. Moi, évidemment, mais quand tu regardes les matchs de Liverpool, franchement, je suis désolée, il y a pas photo entre l'influence et pourtant Mo Salah, je sais l'impact visuel qu'on en a, c'est les vidéos YouTube, des résumés qu'on regarde le week-end où on se dit Mo Salah il a scoré sur 90 minutes. Je vous assure que pour regarder les matchs de Liverpool, Mo Salah, c'est pas du tout. Là, sur le début de saison, en plus, c'est pas bon du tout. De Achraf Hakimi, bon, en plus, là, oui. La saison dernière, en janvier, il est déjà à 30 buts. Enfin, il y a un truc. Bon, après, la deuxième sortie de saison. L'influence dans le jeu, elle est 0. Oui, non, mais oui, mais après, ça reste un bon joueur de foot. Bien sûr, non, mais attends, je vais pas cracher. Mais effectivement, sur la saison globale et sur l'impact qu'il a sur son équipe, moi, évidemment que Hakimi, pour moi, il est aujourd'hui devant, sur cette saison en tout cas devant. Et honnêtement,
Je pense que ce sera lui. Après, voilà, le débat n'est pas complètement inexistant avec Mohamed Salah. C'est-à-dire qu'il y a quand même une question, et je pense que les votants vont aussi se poser la question, et qu'on sait aussi que dans ces trophées-là, il n'y a pas que le foot qui rentre en jeu, que ça peut être aussi un tout petit peu politique, un tout petit peu Non, mais c'est surtout chauvin, un tout petit peu moi, là machin. où ça me fait peur, Voilà. parce que pour moi, c'est une évidence, c'est les stats. Voilà, c'est toujours qu'on on a tendance à prioriser les joueurs qui sont éclatants sur le plan statistique, donc des joueurs offensifs. Mais Hakimi, cette année, il a des stats Voilà. aussi. Là donc, où Achraf a commencé à stater dans un rôle entre guillemets défensif. On rappelle pour que moi, il n'y a même pas photo. quoi. Achraf Hakimi, buteur en quart de finale de Ligue des Champions, buteur en demi-finale de Ligue des Champions, buteur en finale de Ligue des Champions. J'ai regardé sur le Ballon d'Or, pas le Ballon d'Or africain, le Ballon d'Or. Et les premières places, ceux qui ont eu des premières places, alors il y a eu 73% de premières places pour Ousmane Dembélé, mais il y a eu Vitinha qui a eu 6 premières places, et celui derrière, c'est Mohamed Salah. 4 premières places pour Mohamed Salah. Je trouve ça Et fou. ensuite, il y a eu 3 premières places pour Achraf Hakimi. Donc mais c'est, je pense que nous, entre nous, il n'y a pas de débat, on est tous d'accord. Bien sûr. Mais il y a peut-être un débat, quoi. mais Bah pour oui, te- bien pour- sûr qu'il y a un pour débat. te- Puis, enfin, vous oubliez d'autres joueurs en fait. Bah, Guirassy fait une saison de dingue. Je sais pas, Oui, c'est Fiston Mayele et Oussam Lamloui. Tiens, prends ça sur la prononciation. Et franchement. Non, mais Serhou Guirassy fait une saison. Je vais pas dénigrer. Ouais, bien Serhou sûr. Guirassy fait une super saison. même avec, Victor Osimhen fait une très bonne avec saison avec Dortmund. Galatasaray. Voilà. Mais- Enfin, On parle du meilleur. mais Le là, meilleur. Mais après, là, ça après- joue avec Salah, quoi. Mais après là, j'ai le palmarès sous les yeux, mais pour vous donner une idée, par exemple, l'année dernière, le Ballon d'Or africain, c'est Ademola Lookman. Oui, mais il l'a mis triplé en finale. Oui, voilà, Ouais, mais bon, non, mais dans donc, ce cas-là, ça veut on dire que tu as une certaine idée du fait que tu récompenses aussi un parcours européen Oui, c'est vrai. et une saison qui Et tu récompenses s'étire des instants, voilà. c'est clair. Mais attendez, le Paris Saint-Germain, sur la scène européenne mondiale, a écrasé Oui, de par vraiment mais La un saison de Mohamed 11. Salah, elle Ah, mais s'est tout arrêtée à en fait. huitième de Oui, finale Oui, mais de voilà, la mais Ligue tu des vois, Champions, on point. dirait que c'était un Ah, c'est 11 clair. de Luis Enrique générationnel, Ah, c'est clair. où tout le monde a fait vraiment waouh, tout le monde a pris une claque dans la figure de ce que le Paris Saint-Germain a envoyé au monde. Ah, mais c'est clair. Et Achraf Hakimi, en tête de gondole, a été de ces joueurs-là qui a porté cette équipe. Je On ne l'a vois émerveillé, pas hein. comment les Ce serait, suiveurs non, mais ce serait une peuvent se incohérence. dire Liverpool qui n'a pas réussi à être éclatant dans toutes les compétitions dans lesquelles il a disputé. Pour moi, voilà, après, voilà, si Oui, on bien veut sûr. récompenser même une individualité pure, Mo Salah la saison dernière, il n'y a pas match quoi, avec Achraf Hakimi. On t'a un peu énervé, j'ai l'impression. Ouais, vous m'avez saoulé là. Non, mais là, en fait, tu lui as rappelé le classement du Ballon d'Or et en fait, elle l'avait Mais plus en j'avais tête. Mais, parce que- totalement mais vraiment, oublié. elle m'a regardé, mais elle me regarde, tu sais, d'un air de se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter là? Il est en train de dire une mais oui. Non, dinguerie mais parce que là. pour Mais les par- regarder mais- les matchs mais de oui. Liverpool, je peux vous dire que Mo Salah, il s'en prend des noms d'oiseaux Ouais. et que je me dis que c'est pas possible. Il même quoi. été sur le banc en Ligue des Champions Mais, dernièrement. mais c'est vrai que enfin, c'est un débat qui est parallèle. Excuse-moi, Marc, pardon. C'est un débat qui est Non. parallèle, mais effectivement, la place d'Achraf Hakimi au Ballon d'Or, elle est pour moi, elle est très. Et basse. la place de Marquinhos, c'est pas de choix? Ah oui, non, pardon. Ils sont Ouais. pas dedans. Ouais. Ils sont Ah, pas voilà. dedans. Marc, tu voulais rajouter? Ouais, que le PSG a compris. Tu vois, autour de Ousmane, on l'a bien vu que le PSG avait poussé un plan de bataille et un plan de communication. Bon, bah là, c'est pareil. Plan de bataille et communication discret. Hein. C'était pas non plus. Ouais, il je y a suis pas eu- il y a eu- d'accord. il- J'ai ça jamais répond aux questions, autant mais- vu Ousmane parler. Bah maintenant, ces faut pousser derniers pour mois. Achraf là. Et Ça donc, commence, en fait, ça commence je sais ici qu'il y a- dans il y a eu Tribune. sur les Roger- gars. il y a eu sur plusieurs Achraf, il y a possibilités. une stratégie qui est en place. Ils nous ont pas appelés, mais on Et- peut quand même commencer aujourd'hui. Et ça m'étonnerait pas si pas c'est là que qu'ils votent. tu le propagande, vois un peu plus. Tu le vois un peu plus dans des médias. Je sais pas quel canaux médiatiques il faut utiliser pour le Ballon d'Or africain. Est-ce qu'il faut faire campagne en Afrique ou en Europe ou partout à travers le monde, mais en tout cas, le PSG va faire un lobbying, va mettre en place une campagne de communication pour pouvoir pousser et faire aboutir le succès de Achraf Hakimi au Ballon d'Or africain. Et par ailleurs, le potentiel Ballon d'Or africain d'Achraf Hakimi va s'ajouter non seulement au Ballon d'Or mondial d'Ousmane Dembélé, mais aussi, et il faut le dire, au joueur asiatique de l'année qui a été remporté par Kang In Lee. On prend tous les continents. Bah Tous les continents, c'est pour nous. c'est ça, tous les continents. Il n'y a pas un joueur Sudam là qui pourrait prendre chez nous là. Je sais pas. Marquinhos, allez, soyons Ouais, fous. Voilà, Voilà. mais Pacho. coach de l'année, Marquinhos, Luis Enrique Pacho, espagnol. Écoutez, ouais. là, on en a pour. Voilà. Je pense que si Faut le un joueur rappeler, hein. portugais de l'année, on va peut-être pouvoir l'avoir aussi. Ça va être- Il y a des trucs. Je pense qu'il y a des trucs. Ça va Bien être sûr. bien. Bon, voilà pour Achraf Hakimi. On espère qu'il aura le Ballon d'Or africain. Pour nous, c'est une évidence. Dites-nous si pour vous aussi ça l'est. S'il y a des supporters peut-être de Liverpool qui traînent par là, je sais pas ce que vous faites là, mais vous pouvez peut-être traîner par là si vous voulez défendre le cas de Mohamed Salah. T'inquiète que mon père il va appeler. Ça va te faire tout drôle. N'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Allez, on va siffler la fin de cette émission.
Voilà, c'est la fin de 100% PSG la tribune. Merci à tous ceux qui ont été parmi nous, qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à Alexandra Flalo, Ambre Godillon et Marc. Merci à toi. Merci Romain. Mais merci. Moi, je suis très heureux à chaque fois d'être là. C'est trop cool. Prochaine tribune, c'est quand même Bruno qui va revenir. Hein. Ça sera après, quand même. le match face à Nice. C'est comme le Paris Saint-Germain. Moi, faut pas déconner, faut reprendre sa place de leader. On rappelle les rendez-vous sur l'antenne d'ici Paris Île-de-France. Il y a le billet tous les matins. C'est avec moi. Là, il y a Bruno qui va pas me remplacer. Ce sera toujours avec moi. D'ailleurs, merci Ambre de m'avoir un peu remplacé pendant mon petit congé. Oh, merci pour cet intérim doré, c'était magnifique. Sur la chaîne YouTube d'ici Paris Île-de-France, rendez-vous mercredi pour l'entretien avec Vitinha, l'entretien avec Julien Froment. Vous allez voir, franchement, c'est trop cool. C'est trop bien. Il est hyper intéressant, Vitinha, à écouter et on apprend des trucs en l'écoutant. On vous a mis le petit extrait sur Verratti, on va le mettre sur les réseaux là pour voir si vous êtes plutôt chaud. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Passez une très très belle journée et à très vite dans 100% PSG la tribune.